Salut, c'est JS. Que vous m'écoutiez sur le podcast Parlons Péda ou sur YouTube, je vous souhaite la bienvenue dans ce premier épisode de La Fugue. Dans cette émission, je vous propose une réflexion plutôt libertaire et anarchiste sur différents sujets en lien avec l'éducation, l'animation ou l'éducation populaire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une approche éducative que nous avons tous vécue, mais sur laquelle nous n'avons pas toujours eu l'occasion de mettre des mots. Quand j'habitais à la campagne, j'avais un potager. Et quand on fait un potager, on doit choisir entre deux grandes philosophies du potageage. Il y a la méthode conventionnelle, qui consiste à défoncer tout ce qui existe sur ton terrain, et donc couper toutes les plantes, labourer la terre et transformer ton terrain en une sorte de désert dans lequel tu vas pouvoir faire pousser les plantes que tu veux et uniquement celles que tu veux. Et puis il y a les autres méthodes, les méthodes alternatives. Alors là, il y en a plein différentes, mais d'une manière générale, la différence avec la méthode conventionnelle, c'est que plutôt que de considérer son potager comme un espace qu'il faut domestiquer et mettre sous contrôle en détruisant tout ce dont on veut pas, on va plutôt regarder ce qui existe, comprendre pourquoi c'est là et comment ça fonctionne, et puis s'adapter en choisissant des méthodes plus respectueuses des plantes et des animaux qui existaient déjà à l'endroit où on fait notre potager. En fait, il y a une méthode qui consiste à dominer la nature et une autre qui consiste à chercher à avoir une relation mutuellement profitable. En éducation, c'est un peu pareil. Et en Occident, pendant des siècles, la méthode la plus répandue, c'était de dominer, d'imposer, de contraindre, de violenter si nécessaire. Pour la plupart des gens, une éducation de qualité, elle était forcément synonyme d'obéissance, de rigueur, d'effort, de discipline, du respect des hiérarchies et des normes. C'est ce qu'on pourrait appeler l'éducation traditionnelle. Mais comme pour le jardinage, on s'est rendu compte que c'est une approche qui a de nombreuses limites et qui cause des dégâts qu'on ne soupçonnait pas avant l'avènement de la psychologie, de la sociologie ou des droits fondamentaux. Dans cet épisode, je vais aborder ce qui à mes yeux constitue une différence fondamentale entre les pédagogies dites traditionnelles et les pédagogies dites de la liberté ou plus libertaires en tout cas. La relation éducative, ce sont tous les comportements, les représentations, les rapports qui existent entre une personne qui grandit et une autre qui l'aide à grandir. Et la manière dont on va penser cette relation éducative, elle aura beaucoup de conséquences sur nos comportements et sur les fruits de cette relation. Je vais prendre comme exemple quelque chose que tout le monde connaît, c'est la relation éducative entre l'élève et l'enseignant. Dans l'organisation scolaire traditionnelle ou classique, il existe une hiérarchie très claire entre les élèves et les adultes. Dans un établissement scolaire, tous les élèves doivent respecter les adultes et leur obéir. C'est une mention obligatoire qu'on trouve dans tous les règlements intérieurs des établissements scolaires. Donc je cite, ouvrez les guillemets, les élèves doivent respecter l'autorité des professeurs, adopter un langage correct, avoir un comportement respectueux envers les adultes et faire les travaux demandés par le professeur. Fermez les guillemets. Bien sûr, l'appréciation de ce qui constitue un langage correct ou un comportement respectueux, elle est complètement laissée aux adultes. Et donc, c'est une autre façon d'écrire que les adultes dans un établissement scolaire ont le pouvoir sur les élèves et peuvent leur imposer à peu près ce qu'ils veulent au titre du respect ou de l'exercice de leur autorité. C'est donc un modèle de relation éducative dans lequel on présuppose que pour que les élèves apprennent et que l'institution fonctionne bien, il faut qu'ils soient respectueux et donc obéissants, puisque refuser de se soumettre à la consigne d'un adulte et a fortiori d'un professeur, ce serait lui manquer de respect et ne pas reconnaître son autorité. Et donc je trouve qu'on peut en déduire qu'à l'école, la valeur cardinale, l'étalon de la réussite, c'est en fait l'obéissance. À l'école, quand on est élève, on est toujours récompensé et valorisé si on obéit aux adultes. Et surtout, on est systématiquement sanctionné, voire puni, si on refuse de le faire. Et donc là, on touche vraiment au cœur de l'éducation traditionnelle, dont l'organisation scolaire est pour moi un des exemples les plus significatifs. Parce qu'un système qui se base sur ce modèle de relation éducative, par construction, il produit une acceptation des rapports de domination, que ce soit dans le cadre scolaire ou dans le cadre familial, sportif, religieux ou militaire. L'éducation traditionnelle, c'est l'éducation qui reproduit les dominations. C'est son objet, c'est sa spécificité. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que parfois, on peut avoir raison ou besoin de contredire, de désobéir ou de résister à une autorité instituée. Les profs ne sont d'ailleurs pas les derniers à faire grève et à manifester pour défendre leurs droits. Mais dans la relation éducative traditionnelle, ça n'existe pas. Dans le système scolaire, par exemple, les adultes ont presque toujours raison par principe, et on ne félicitera que rarement un enfant pour avoir contredit un adulte, et certainement jamais pour avoir désobéi ou résisté aux adultes. Au contraire, on va plutôt sanctionner et punir, même si un enfant exprime un besoin fondamental à travers sa résistance. En éducation traditionnelle, on dit aux enfants « voici ce que tu dois être », on récompense tout ce qui correspond, et on punit tout ce qui n'y correspond pas.
c'est l'analogie très répandue du fameux cadre. La différence entre l'éducation et le dressage devient assez fine et poreuse parfois lorsqu'on regarde ces organisations éducatives. Donc la grande question, c'est de savoir à quoi ça ressemble une relation éducative qui se donne pour objectif d'apprendre l'exercice de la liberté plutôt que la soumission et l'obéissance. Depuis de nombreuses années, il y a beaucoup de personnes et de collectifs qui expérimentent des pédagogies qui ne supposent pas un rapport de hiérarchie entre le sachant et l'apprenant. On retrouve ces pratiques à travers des initiatives ponctuelles ou locales comme l'école Summerhill qui a été fondée par Alexander Neal, les colos libertaires d'organismes comme Eva Soleil, la Bidouillerie ou les 400 coups, les lycées autogérés de Saint-Nazaire ou de Paris, les écoles démocratiques sur le modèle de la Sudbury Valley School aux États-Unis, ou encore la place des jeunes personnes dans les peuples de chasseurs-cueilleurs qui sont étudiés par les anthropologues. La popularisation de certains courants de l'éducation nouvelle, comme les pédagogies célèbres proposées par Maria Montessori ou Célestin Freinet, peuvent également contribuer à ce changement de paradigme éducatif. Il me faudrait évidemment beaucoup de temps pour détailler tout ça, et je vais donc plutôt vous parler de ce qui fait lien entre ces expériences pour moi, c'est la question des rapports. Une relation éducative qui se donne pour enjeu la liberté et l'émancipation, c'est une relation dans laquelle on cherche à susciter un certain type de rapport. Égalitaire, équitable, respectueux de la liberté, de l'autonomie et des limites de chacun et de chacune. Alors qu'en éducation traditionnelle, les rapports qu'on va chercher à susciter, c'est plutôt des rapports d'autorité, de domination, de séduction, des rapports de respect des statuts et des hiérarchies, plutôt que des personnes et de leurs besoins. Depuis l'aube de la sociologie, il y a de nombreux chercheurs qui se sont intéressés à l'éducation et qui ont nourri un concept qui va nous aider à penser cette question. C'est le curriculum, qui peut être pensé sous deux formes, le curriculum formel et le curriculum caché. Le curriculum formel, c'est la matière, la discipline ou la thématique. C'est ce qu'on donne à apprendre explicitement. Les maths, le français, l'informatique, etc. Mais en fait, ça ne représente qu'une partie de ce qu'on apprend. Et à mon avis, pas nécessairement la partie la plus importante. Pour moi, l'essentiel de la relation éducative se joue dans le curriculum caché, c'est-à-dire le système de valeurs et la vision du monde qu'on transmet implicitement de par nos choix pédagogiques, de posture, d'organisation ou d'institution. Et la question des rapports est au centre de ce curriculum caché. On peut apprendre le français avec un prof qui va être très autoritaire et dominant, mais on peut aussi apprendre le français avec des pairs, sans leçons, sans hiérarchie et sans méthode. Alors on ne l'apprendra pas de la même manière, et ce sera peut-être plus ou moins efficace, mais on peut l'apprendre. Et c'est bien ce qui me fait dire que l'enjeu d'un choix pédagogique ne se situe pas qu'au niveau du curriculum formel, mais il va bien au-delà, et d'une façon qui est profondément politique. Politique parce que dans les rapports qu'on va susciter à travers nos choix pédagogiques, on va transmettre et pratiquer un certain système de valeurs et une certaine vision du monde. Et pour moi, c'est ça le plus important et le plus déterminant. Sauf que pour beaucoup de gens, c'est un implicite. C'est-à-dire qu'on n'en parle même pas et qu'en fait, on ne le pense même pas. On n'en a pas conscience. Et c'est bien pour ça qu'on désigne cet aspect comme caché. Et donc là, on a une différence qui est vraiment déterminante entre l'éducation traditionnelle et l'éducation libertaire. En éducation traditionnelle, toute la dimension des rapports, elle est implicite, cachée. On considère que ça va de soi, qu'un enfant doit être obéissant et qu'un adulte doit faire autorité. Les seuls moments où on va réfléchir à cette question de façon explicite, c'est lorsqu'il faudra recadrer les personnes dominées si elles ne se conforment pas. Comme l'écrivait Catherine Baker, l'inculcation des savoirs, quels qu'ils soient, permet le dressage et l'entraînement à la soumission. Alors qu'en éducation libertaire, c'est bien la question des rapports qui est mise en premier plan, qui est complètement explicite. Parce que le pari d'une pédagogie de la liberté, c'est que c'est en apprenant à être libre qu'on devient capable de faire tous les choix qui nous permettent d'apprendre et de grandir par nous-mêmes et selon notre propre volonté. Dans les approches libertaires, il y a bien un curriculum formel. On peut bien faire du français, de l'informatique, de l'art ou de l'algèbre. Mais la dimension des rapports, elle est aussi formalisée. On explicite le fait que les choix pédagogiques et les postures vont dans le sens de l'égalité et de rapports sans domination ni manipulation. Et alors voilà qu'apparaît une autre différence significative. Si vous apprenez à exercer votre liberté, alors à moins d'être tout seul, vous devez aussi apprendre à prendre en compte la liberté et les limites des autres. C'est une autre chose qui est implicite dans l'éducation traditionnelle et qui devient très explicite dans l'éducation libertaire, c'est ce qu'on pourrait appeler le vivre ensemble. Dans un cadre traditionnel, la question de vivre ensemble, elle est vite tranchée. Il y a des règles, ces règles elles sont décidées par les adultes, les enfants qui ne respectent pas les règles sont punis, et c'est comme ça qu'ils apprennent à respecter la règle. On n'a pas besoin d'apprendre à vivre ensemble ou à respecter la liberté et les limites des autres, on a seulement besoin de comprendre la règle et de s'y conformer.
Dans un cadre libertaire, il y a aussi des règles, mais elles sont construites ensemble et elles sont re-questionnées en permanence. Et donc il suffit plus de comprendre et de respecter les règles. Il faut maintenant être capable de les questionner, de les critiquer, de les négocier, de les abolir ou de les instituer. Et bien ça, c'est pas du tout la même démarche éducative, et donc ça produit pas du tout les mêmes effets éducatifs. Pour moi, le déclic des pédagogies de la liberté, c'est vraiment ce moment où j'ai compris que la manière dont on apprend les choses, les rapports qu'on entretient les uns avec les autres, sont beaucoup plus importants que ce que l'on apprend. Bien sûr que c'est important d'apprendre à écrire, à compter ou à connaître l'histoire, mais ça, c'est des choses qu'on peut faire de plein de manières différentes, et à n'importe quel âge. Par contre, apprendre à vivre ensemble, à prendre en compte les autres, à faire respecter ses limites et ses besoins, à prendre des décisions, à négocier, à organiser son quotidien, et bien tout ça, c'est des choses qui sont fondamentales parce qu'elles nous permettent d'être plus autonomes, plus ouverts, d'avoir des relations agréables et de résister aux oppressions et aux injustices. Et moi, je crois que plus on apprend à faire tout ça tôt dans la vie, et plus on est à même de prendre confiance en nous, de défendre nos droits et notre dignité, de coopérer, d'être curieux, d'être créatif. Et l'éducation traditionnelle, par construction, elle ferme les espaces qui permettent de développer tout ça. On peut pas nier qu'il y a eu une évolution à l'école ou dans les familles, par exemple. Les besoins des enfants sont aujourd'hui mieux pris en compte et ils sont plus écoutés. Mais l'exercice de la liberté, c'est encore autre chose, parce qu'à chaque fois qu'on veut ouvrir un espace plus libertaire, on le fait contre tout un système, une institution et une culture qui, historiquement, vont dans la direction opposée. Donc par exemple, un enseignant peut décider que dans sa classe de CM1, ce sont les enfants qui décident des règles et qui travaillent à résoudre les conflits. Il va passer l'année à accompagner progressivement la classe à faire vivre ces institutions. Mais quand les enfants vont passer en CM2 avec un nouvel enseignant dont la classe fonctionne différemment, ou au restaurant scolaire dans lequel il y a des tables, voire des places attitrées par exemple, les enfants ils se trouvent à nouveau coincés. Les espaces se referment aussi vite qu'ils se sont ouverts et les bénéfices éducatifs sont impactés. Pour résumer, on peut partir du principe qu'une pédagogie, ce sont des façons d'organiser les collectifs éducatifs pour faire du français, des maths, ou vivre des vacances, du sport ou des loisirs. Dans les pédagogies traditionnelles, on fait tout ça d'une façon très normative, dans laquelle on légitime et on cultive les rapports de domination de façon implicite, en instituant des rôles et des droits différents entre les adultes et les enfants. Dans les pédagogies de la liberté, on fait tout ça d'une façon plus ouverte, permettant de cultiver explicitement la liberté, l'autonomie, le souci des besoins de chacun et de tout le monde, en instituant des espaces de décision et de coopération dans lesquels les enfants et les adultes partagent des rôles et ont les mêmes droits. Voilà ce que j'avais envie de vous proposer comme réflexion aujourd'hui. On reviendra certainement sur les pédagogies de la liberté dans d'autres épisodes, c'est un sujet que je trouve passionnant et très inspirant. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les partager en commentaire sur la chaîne YouTube de La Fugue ou via les réseaux sociaux. À bas la hiérarchie et à bientôt.